Bon, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Une Bonjour personne. monsieur. Bonjour Oui, monsieur. bon. Oui, monsieur. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, on va commencer ce cours-là. Comme on vous a dit dans le programme, vous allez avoir deux cours en distanciel, mais bon, normalement, et tout le reste, à partir des vacances, tout se fera en présentiel. Bon, je pense qu'on est dans les temps. J'ai déjà fait ce cours dans des conditions. Je l'ai fait en plein Covid, hein, c'est-à-dire en mars 2020. Et donc, on a pu faire l'essentiel de ce cours. Donc, je pense que bon, l'année passée, je l'ai pas fait, mais là, je l'avais fait en plein Covid et donc on avait pu voir l'essentiel. Donc, dans ce cours, il y a pas vraiment. Le cours en soi, c'est trois chapitres, hein. C'est trois chapitres. Après, on va parler du cours. Donc, il y a des notions fondamentales. Des notions fondamentales. Après, il y a des langages. On va voir les langages réguliers. C'est le plus important, hein. C'est de voir les langages réguliers. Donc, c'est un chapitre. En fait, moi, je l'ai découpé en trois chapitres. Quelqu'un d'autre qui veut faire, il peut le découper en cinq, six chapitres différents, hein. Par exemple, le chapitre 2, on peut décomposer le chapitre 2 en, par exemple, en trois autres chapitres, hein. Parce que dans le chapitre 2, il y a les grammaires régulières, il y a les automates à état fini et il y a les expressions régulières. Donc, c'est comme si que. Donc, déjà, ça fait plus le chapitre 1, ça fait déjà quatre chapitres, hein. Donc, ces quatre chapitres, je suis à peu près certain qu'on les finira. Maintenant, est-ce que le temps nous permettra de finir, parce que ça prend du temps, hein, de finir les automates à pile. Donc ça serait le 1, 2, 3, 4, le sixième chapitre. Je ne sais pas si on finit le sixième chapitre, mais en tout cas, le plus important, c'est qu'on voit quand même donc les grammaires, donc les grammaires qui génèrent les langages, les grammaires régulières, ce sont un type, hein, ce sont les langages de type, les grammaires de type 3. Après, on va voir, c'est un module théorique, hein, c'est un module théorique. Donc, on va voir, ça veut dire qu'il y a différents modèles de représentation des langages. Ça peut être une grammaire, ça peut être un automate, ça peut être une expression. Donc, c'est comme si vous allez avoir une triangulaire. Est-ce que quelque chose, je peux le représenter? Bon, on va voir tout ça, hein. Là, je suis en train. Bon, ça va être un peu peut-être délicat pour vous. Qu'est-ce qui peut être fait dans une grammaire ne peut pas être fait dans un automate et inversement? Est-ce que ce que je peux faire dans un automate, je peux le faire dans une grammaire? Après, donc, imaginez un triangle à trois sommets. Dans un sommet, il y a les grammaires. Dans un deuxième sommet, il y a les automates. Dans un troisième sommet, il y a les expressions régulières. Donc, alors, et puis vous avez quand même une expression. Qu'est-ce que je peux, cette expression, si je peux la déterminer, est-ce que dans une grammaire, si je peux le faire dans un automate, et inversement, après cette même expression, si je peux la déterminer dans une grammaire, est-ce que je peux la déterminer par une expression régulière et inversement? Après, vous avez la même relation entre les expressions régulières et les automates à état fini. Donc, vous allez, bon, ça va être un peu délicat. Il y aura quand même un peu de théorie. Donc là, ça va être trois chapitres qui vont quand même constituer le gros, le plus important de ce module. Si vous arrivez à comprendre ça, pourquoi ça? Parce que dites-vous bien, si vous voulez, la théorie des langages, c'est quand même pour des langages informatiques. Bon, nous, on va faire des exemples sur des langages comme ça, tout type de langage. Mais donc, les langages informatiques, les compilateurs aujourd'hui, ils traitent des expressions régulières. Donc, ils sont construits à base d'expressions régulières. Donc, ça, c'était pour le programme. Je vois quelqu'un qui veut se connecter, qui s'appelle BN Feriel.
J'ai pas eu le temps de le refuser. Vous lui direz que je lui refuse l'accès. Elle met son nom et son prénom. J'étais très clair là-dessus hier. Bon, j'ai pas eu la même chose, hein. Bon, il y en a qui sont déjà, je vois, je veux tout, je vous l'ai dit hier, je veux que vous vous connectez. Aujourd'hui, je vérifierai pas, mais la prochaine fois, vous vous connectez avec votre nom et votre prénom. Je ne veux pas de pseudo. Alors, maintenant, donc, on va faire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Euh, vous allez avoir les débuts des supports de cours sur Moodle. Ça veut dire, mais on ne nous a pas encore créé les. J'ai le compte, hein, j'ai le compte Moodle, mais on me doit m'intégrer le module THL. On ne me l'a pas encore intégré, j'ai contacté l'administration. Normalement, ça va être fait. Ils travaillent, hein, c'est pas peine de dire oui, ils ne travaillent pas et tout. Non, ils travaillent, ils sont très consciencieux. Bon, on a été quand même pris par plein d'activités. J'ai pas eu le temps de leur demander, mais vous allez avoir ça sur la plateforme Moodle. Quand je communique, je vous le dis tout de suite, à part des informations comme ça, je dirais des informations vraiment. C'est une habitude de travail. Moi, j'aime bien le travail réglementaire et officiel. J'ai été contacté par d'autres délégués d'étudiants. Je vous dis tout de suite, je ne contacterai qu'avec un seul délégué. Je ne peux pas m'amuser avec le délégué du groupe. Ah, le délégué du groupe, c'est ça, c'est pour l'assistant de TD. Donc, j'ai eu deux ou trois, une fille qui me disait, je suis la déléguée. Non, non, أنا نعرف délégué, أنا نقري la section, نعرف délégué de section. Point. Donc ça, je contacte avec le délégué de section. Oh, exceptionnellement, hier, j'ai envoyé au premier délégué qui m'avait. Maintenant, c'est à vous vous débrouiller, vous désignez le délégué de la section. Moi, je ne contacte et je ne me fais contacter qu'avec le délégué de la section. Donc, les autres étudiants, les autres délégués, vous évitez de me contacter. Et même les contacts avec les délégués de section, il y a une plateforme institutionnelle qui a été donnée par le ministère. Les supports, moi, je les mets dans la plateforme. Exceptionnellement, hier, j'ai envoyé les premiers supports parce qu'ils n'avaient pas encore ouvert le compte. Parce que dans Moodle, je n'ai pas encore l'accès au cours THL. Donc, j'ai envoyé quelques supports aux délégués, mais sinon, tout ce qui est TD, support et tout, je mets sur la plateforme Moodle. Je n'envoie même pas au délégué. Délégué, je lui donne une information à la limite, hein. Donc, il y a une plateforme Moodle qui devient un moyen de communication institutionnelle et réglementaire entre vous et moi. Voilà, ça c'est pour les modalités du cours. Donc, alors, euh, alors, maintenant, le cours en soi, c'est un cours, je vous dis, assez théorique. C'est un cours difficile, je ne vous le cache pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on me l'a donné, qu'on me le donne toujours. C'est un cours théorique. C'est pas un cours où ça veut dire c'est pas. Il y a des choses. C'est comme le cours, le module de logique mathématique ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, c'est la même chose. La logique, c'est des langages. C'est des langages logiques. Il y a des choses, je vous donne des notions, mais par exemple, pour montrer comment trouver une grammaire et tout, il y a des choses, je sais pas, je ne peux pas vous dire. Ça sera à vous, avec votre intelligence, à trouver, ce qu'il faut faire. Donc, c'est un module difficile qui a toujours été difficile. Comme son nom l'indique, d'ailleurs, c'est le seul module que vous avez qui s'appelle théorie. C'est pas de la programmation, c'est pas du Java, c'est pas du web, c'est pas du réseau, c'est pas du, voilà, c'est un module, c'est les anciens modules, les modules qu'on aimait faire dans les années 50 et 60. Généralement, c'est les gens des pays de l'Est qui aimaient ça. C'est les Polonais, les Tchèques, surtout les Polonais, qui sont à la base, qui ont vraiment développé ce module dans les années 50. Et puis, notamment Tarski, c'est des gens comme ça, mais qui étaient à la limite entre des mathématiciens et des informaticiens.
Donc, en fait, ils aimaient pourquoi? Donc, s'ils étaient mathématiciens, donc ils aimaient tout formaliser. Ils se sont dit un langage pour vous, une expression dans un langage informatique, quand vous faites, je ne sais pas, J égale J plus 1, pour vous, c'est quoi? C'est je change. Non, mais lui, il se dit non, je dois formaliser ça, je dois théoriser, je dois en faire une théorie. Donc, ce langage, il en fait une théorie. Donc, sur la base des autres théories, hein, sur le même principe que les théories algébriques, que les théories géométriques. Donc, ils ont théorisé ça et ils en ont fait une théorie des langages. Donc, sans tarder, on va. Donc, vous voyez, je vous ai projeté l'introduction, c'est bien ça. Donc, est-ce que vous voyez l'introduction? Oui, OK. Donc, vous l'avez devant vous, donc ça va vous éviter d'écrire. Donc, vous voyez que on vous dit que les langages informatiques, ce sont des langages artificiels. Bon, je voudrais juste vous dire que je prends beaucoup de temps. C'est pour ça d'ailleurs souvent que je démarre mes cours un peu en retard. Je prends beaucoup de temps à rédiger. Je ne dis pas que mes cours sont, mais quand même, je prends la peine de rédiger mon cours et faites très attention parce que vous pouvez avoir comme ça des petites questions de cours qui se glissent dans des mots comme ça qui vous paraissent sans aucune importance, mais qui ont toute leur importance. Donc, je vous dis, s'il vous plaît, il est 9h23. J'accepte encore aujourd'hui. La prochaine fois, je n'accepte plus les gens en retard, hein. Donc, dans des cours comme ça, je dis des mots qui vous paraissent sans aucune importance, mais qui ont extrêmement d'importance. En fait, tous les mots qui sont dans le cours ont leur importance. Donc, faites très attention à ça aussi. C'est ma manière d'écrire les cours. Par exemple, là, j'avais écrit les langages informatiques sont créés et j'ai rajouté ce sont des langages artificiels. Pourquoi j'ai dit ça sont des langages artificiels? Parce que vous avez les langages naturels. C'est pour opposer au langage naturel. Donc ça, moi, une phrase comme ça, je peux vous faire une question, hein. Je voyais par exemple, regardez, là, vous me dites non, on n'a pas avancé. Là, première ligne, là, je peux vous très bien, je vais vous donner la question. Je ne l'avais pas préparée, mais là, tout de suite, je peux vous faire une question et je vous dis pourquoi j'ai mis ça. Voilà. Déjà là, hein, là quand j'ai rajouté le langage artificiel, je peux vous faire une question sur 2 points. Dans un examen, En fait, quand je dis langage artificiel, c'est pour ça que je vous dis, c'est un module où vous aurez à raisonner. Je n'y peux rien. C'est le module qui est comme ça, hein. تحبوا نقري لكم réseau c'est facile, couche 0, couche 1, couche 2, la couche MAC, l'adresse MAC, les paquets, les trames, TCP, IP, le protocole Internet, la couche session, la couche application. Là, c'est clair, j'invente rien. Tout, c'est fini. نقري comme Java, Java, c'est clair. Il y a, il y a les classes génériques, les interfaces, l'encapsulation. Bon, je sais pas si vous il y a, voilà. Donc là, c'est clair. Je vous dis d'écrire un constructeur, un destructeur. Il n'y a pas il y a pas 36 moyens. Je vous dis de surcharger une classe, de faire du polymorphisme. Il n'y a pas 36 000 moyens de le faire. Mais là, c'est comme ça. Le module, je vous le dis, je vous le répète, faites très attention. Il s'appelle théorie. C'est le premier mot. C'est un module théorique. Donc là, je reviens à ma question. Je vous dis, les langages informatiques sont des langages artificiels. Pourquoi j'ai rajouté artificiel? En fait, c'était pour vous opposer à quelque chose d'autre qui sont les... C'est une question. C'est pour opposer par rapport à quoi? Les langages humains? langage naturel. Voilà, par rapport au langage naturel. Donc, et donc là, donc vous voyez, donc déjà là, je peux poser une question. J'ai pas fini la première ligne de mon cours que je peux vous faire une question pour vous dire, hein. Donc, pas peine après dire oui, on n'a pas vu ça. Et vous ne les verrez pas. Là, je peux vous coller une question sur 2 points, hein. Et donc, donc les langages naturels, alors les langages naturels, c'est quand même assez difficile de monter une théorie pour un langage naturel. Bon, on peut quand même, la théorie d'un langage naturel, c'est quand même article,
Par exemple, le étudiant suit son cours. Donc ça, il y a un article, un verbe, il y a un article, c'est un article, étudiant c'est un nom, suit c'est suivre, son cours c'est un complément, je crois, de nom, quelque chose comme ça. Donc ça c'est un langage naturel. Donc euh, ça monter une théorie pour des langages naturels, c'est dur. Et après, la question par exemple, la réponse auquel il aurait fallu même si je monte une théorie sur un langage naturel, je peux, mais la théorie ne sera pas complète. Il y aura un problème de complétude et vous n'allez pas me dire je complétude, en logique mathématique. Il y aura aussi un non-déterminisme. Euh, donc la théorie ne sera pas déterministe. Ça veut dire qu'on ne peut pas prouver qu'en un temps fini, je vais savoir si la phrase, elle est correcte. Tandis que pour des langages que nous, on va traiter, pour des langages artificiels, la théorie, on va voir, d'ailleurs après je vais vous rajouter un mot, les théories sont des théories complètes, c'est la notion de complétude. Les théories sont déterministes et les théories sont cohérentes. Donc, je vous demande d'aller revoir votre module de logique mathématique où vous reprenez les définitions, moi je les connais bien sûr, donc la notion de cohérence, de complétude et de déterminisme. Bon, déjà si vous maîtrisez les notions de cohérence et de complétude, c'est déjà important. Donc la cohérence, c'est que votre théorie, elle ne démontre pas quelque chose de faux. Ça veut dire, par exemple, une expression qui est valide, elle ne va pas vous dire que l'expression n'est pas valide. Ça, c'est la cohérence. La complétude, ça veut dire qu'elle va permettre de votre théorie, quelle que soit l'expression, je dis bien quelle que soit l'expression, si votre théorie donc est complète, elle va vous permettre de dire pour toute expression si elle est valide ou pas valide. Donc, contrairement donc au langage naturel où quand même les théories, c'est quand même très dur de monter quand même une théorie qui me permet de dire tout ça. Donc vous voyez, quand je vous disais tout ce que je dis a son importance. Donc, quand vous lirez mon cours, essayez d'imaginer tout type de questions, de vous documenter. Donc, les langages informatiques sont des langages artificiels créés par l'homme pour communiquer avec des ordinateurs. Ces langages doivent être formalisés pour pouvoir interpréter. Donc là aussi, parce qu'un ordinateur, il reconnaît que des formalismes. Donc les langages binaires. Donc je dois formaliser le langage pour qu'il puisse être interprété, c'est-à-dire calculé, exécuté par un ordinateur. Donc ça, c'était... Bon, la prochaine fois, je n'accepterai plus les gens en retard, hein. Je vois encore des gens qui se connectent à 9h30. Donc, ces langages doivent être formalisés pour pouvoir interpréter. Donc, au départ, un ordinateur ne comprend qu'un seul langage, c'est le langage machine. Donc, vous voyez un peu l'importance de la chose. Il comprend que le langage machine. Euh, c'est pour ça que vous devez avoir des compilateurs de compilateurs. Un ordinateur a donc besoin d'un interpréteur. Bon, lui, il ne comprend que le langage machine. Mais vous, après, vous allez peut-être écrire votre langage dans un langage différent. Vous allez l'écrire en Python, en Java, en C, en C++, donc en C Sharp, plein de langages comme ça. Donc, mais à la base, lui, il ne comprend qu'un seul langage. Donc, vous allez avoir donc besoin d'un mécanisme qui vous permet de transcrire un langage, je dirais un langage source, en un langage machine qu'on appellera par la suite langage objet. Donc les étapes, donc le langage, un ordinateur a donc besoin d'un interpréteur ou d'un compilateur. C'est quoi la différence? Interpréteur-compilateur. Bon, interpréteur, il exécute le programme en une seule passe. Ça veut dire qu'il ne le transcrit pas. Un compilateur, il exécute en deux passes.
Ça veut dire une première passe, il fait l'édition de liens. Je ne sais pas si vous travaillez pas à la ligne de commande. Quand vous exécutez une seule commande, par exemple, je ne sais pas si vous faites ça sur votre ordinateur. Est-ce que vous travaillez sous DOS? Vous avez vu la fenêtre noire? Des fois, on peut travailler sous DOS, l'ancien Disk Operating System, les anciens trucs, ou alors quand vous exécutez une commande. Quand vous exécutez une commande, donc tous les langages de commande, ce sont des langages interprétés. Et les langages naturels, les langages informatiques, les langages comme Java et tout ça, ce sont des langages compilés. Donc, il y a une différence quand même entre un langage interprété. Voilà, oui, justement, là, j'ai une bonne. Là, je peux normalement vous poser encore une question. Oui, j'ai un exemple et que vous normalement connaissez. JavaScript, vous pouvez prendre des notes, hein. JavaScript est un langage interprété ou compilé? C'est une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est interprété, non? JavaScript est un langage interprété. C'est un langage de commande. C'est pas un langage compilé. Une fois, j'ai rencontré un étudiant à moi, bon, je l'ai rencontré en France, étudiant de Beubsoir, il était tout content. C'était à l'époque de l'ingénieura, et il m'a dit, il m'a vu une station de métro, il m'a dit, ah, j'avais pas reconnu. Il m'a dit, attendez, attendez, il est passé de l'autre côté de la station, il m'a dit bonjour et tout. Bon, j'ai reconnu que c'était Madi et tout. Il m'a dit, j'ai eu un boulot. Il était tout content de me dire qu'il avait eu un boulot en France. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites? Il m'a dit du JavaScript. Je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit, je suis déçu. Oui, oui, je suis déçu. Je lui dis, c'est pas moi, j'ai participé à sa formation. On ne forme pas quelqu'un à niveau bac+5 pour faire du langage interprété. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas même vous au niveau L3, on ne forme pas quelqu'un à niveau L3 pour faire du langage interprété. À un niveau L3, on fait du langage compilé, on fait du Java, pas du JavaScript. Donc vous voyez, donc ça c'est juste pour vous dire que le langage interprété, c'est un niveau en dessous du langage compilé. Donc c'est du langage de script. Un script, ça veut dire une commande. Donc voilà un peu la différence entre. Donc, c'est tout ce qui est des scripts, des commandes comme ça et tout. Donc, JavaScript est un langage interprété et Java est un langage compilé. Alors, les étapes d'une compilation, ce sont l'analyse lexicale qui permet de décomposer un programme. Bon, en mots, j'ai dit en mots. C'est la plus petite unité atomique de décomposition. En fait, on appelle ça des lexèmes, hein, dans le langage technique. Il y a l'analyse syntaxique qui permet de vérifier que les mots sont correctement écrits. Et puis, il y a l'analyse sémantique. Donc ça, c'est un rappel, hein, je ne suis pas censé vous enseigner ça, hein. D'ailleurs, avant, dans le cours que j'enseignais avant, je ne le mettais pas. Vous allez voir cette feuille, je l'ai rajoutée. C'était parce que je crois que vous n'avez pas encore fait compilation, c'est ça? Vous n'avez pas encore fait, donc je vous situe un peu, je suis en train de vous situer le cours. Donc, les étapes d'une compilation, donc il y a l'analyse lexicale, l'analyse syntaxique, donc ça c'est classique, tout le monde le sait, et l'analyse sémantique. Je vais vous donner un exemple. Et l'analyse sémantique, il permet de générer un code objet. C'est celui-là qui va générer il va vous produire un langage, comme j'avais dit ici. J'avais dit au départ, un ordinateur ne comprend qu'un seul langage. L'analyse sémantique, elle vous génère un langage que l'ordinateur comprend. Donc voilà, imaginez tout ça. Alors, je vous donne un petit exemple. Je considère juste une instruction. Par exemple, compteur. Bon, c'est un 2 points égal ou égal. Bon, ça, on s'en fout de la syntaxe. Par exemple, un compteur ou compteur égale i plus 1. C'est une instruction. Alors, l'analyse lexicale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit cette instruction. Elle voit cette instruction. Euh, j'ai encore des gens. Il est 36. Ça fait presque une demi-heure après qui. S'il vous plaît, je demanderai aux délégués de dire aux étudiants que je ne pourrai plus accepter les gens 15 minutes après, hein. Voilà.
Monsieur, mais quand il est dans la connexion, donc لازم يعاود يدخل. Bon, il faudrait écrire un programme qui vérifie si. Bon, l'analyse lexicale, elle reconnaît les lexèmes suivants. Donc, regardez, donc dans l'analyse lexicale, on construit une table. En fait, il y a plusieurs tables, hein. Là, il y a la table des identificateurs, il y a la table, par exemple, on ne va pas tout mettre dans. En fait, c'est pas comme ça il y a une table il y a la table IDF, la table des identificateurs, on mettra. Mais là, j'ai un peu fait vite. Donc, dans l'analyse lexicale, je reconnais que compteur, c'est un identificateur. Vous êtes d'accord avec moi? Je reconnais que égal, c'est un opérateur. Je reconnais que i, c'est un identificateur. I, c'est un identificateur. Plus, c'est un opérateur. 1, c'est un entier. Bon, soit une constante entière, ça dépend un peu du langage et toute la philosophie du langage. On va dire c'est un entier, une valeur entière. Donc ça, l'analyse lexicale, elle reconnaît ça. D'accord? Elle reconnaît ça. L'analyse syntaxique, elle permet que cette instruction est correctement construite. Donc, par exemple, elle reconnaît si on avait mis compteur égale plus 1, donc l'analyse syntaxique, elle aurait rejeté. Donc, elle aurait rejeté. La même chose dans l'analyse lexicale, si j'avais mis, par exemple, compteur. Par exemple, si je dis qu'un identificateur ne doit pas commencer par un, un nombre. Par exemple, si au lieu de compteur, je l'avais appelé un compteur, un, c'est-à-dire l'adad wahid. Zama 1, après C, c'est-à-dire le chiffre 1, le chiffre C, etc., compteur. Donc ça, c'est l'analyse lexicale qui va me dire que un compteur est quelque chose de faux. Voilà. Par exemple, si I, j'avais commencé l'identificateur I avec un point d'interrogation. Point d'interrogation I. Par exemple, je l'aurais appelé point d'interrogation I. Donc là, l'analyse lexicale, elle aurait reconnu que l'identificateur, par exemple, qui commence par un point d'interrogation, c'est-à-dire j'aurais mis ici un point d'interrogation et suivi d'un I, donc ça, elle aurait reconnu que ce n'est pas un bon identificateur. Donc ça, c'est l'analyse lexicale qui reconnaît ça. Donc l'analyse lexicale, elle reconnaît que les lexèmes, elle reconnaît les unités atomiques, c'est-à-dire les plus petites. Elle reconnaît que, par exemple, le premier compteur, c'est un identificateur, que i, c'est un identificateur, que égal, c'est un opérateur, que plus. Par exemple, si on avait mis plus moins, compteur égal i plus moins 1. Donc là, ce n'est pas un bon opérateur. Donc ça, c'est la partie analyse lexicale. Et donc un entier. Par exemple, si on avait mis un racine de 3, il n'aurait pas reconnu. Après, l'analyse syntaxique, elle reconnaît que cette instruction est correctement construite. Ça, je viens de vous le dire. Ça veut dire que je ne peux pas écrire que... Là, par contre, c'est l'ensemble. L'analyse syntaxique, elle reconnaît l'ensemble. Elle reconnaît que je ne peux pas écrire compteur égale plus, par exemple, compteur égale plus 1, voilà, plus 1 ou plus 1i. Donc ça, elle reconnaît la construction globale de la phrase. Donc maintenant, la dernière partie, et donc l'analyse, je dirais, l'analyse sémantique, elle vérifie que, euh, elle vérifie que le bon typage des identificateurs et génère le code objet. Alors, alors, ce qui nous fait passer au transparent suivant. Donc maintenant, on a fait des rappels. Est-ce qu'il y a des questions? Donc ça va nous faire passer maintenant. Donc je vous ai projeté. Est-ce que vous voyez la nouvelle page, chapitre 1? Oui. Donc voilà, donc maintenant, on avait fait des rappels. Alors, ce qu'il est important de voir, c'est que donc, notre chapitre 1, déjà avec le chapitre 1, on pourra commencer
pas mal de choses. On pourra commencer des TD et tout. Hein. On va faire pas mal de choses dans le chapitre 1. Donc, ces notions fondamentales. En fait, ce n'est pas des notions. Hein. Je vous le dis tout de suite, il s'appelle notions fondamentales, mais je vous le dis tout de suite, dans le chapitre 1, on va voir l'alphabet, les mots, les langages. On va voir les langages. Hein. Donc, enfin, on aurait pu l'appeler langage. Hein. Je l'ai juste appelé, mais on pourra faire pas mal de choses. Hein. Et on va faire les grammaires, parce que les grammaires vont nous permettre de générer des langages. Donc, on va voir pas mal de choses. Alors, je vous ai rajouté quelque chose en bleu. Je vous ai dit, pour bien situer ce cours, donc la théorie des langages, elle traite des étapes 1 et 2. Donc, tout à l'heure, on avait vu les étapes 1 et 2. Donc, l'étape 1, c'était l'analyse lexicale. L'étape 2, c'était l'analyse syntaxique. Donc, ce cours, le cours de théorie des langages, il traite l'analyse lexicale et l'analyse syntaxique. On ne fait pas d'analyse sémantique. Ça va être par la suite, je ne sais pas si vous l'ont programmé ou pas. Voilà, donc on rentre dans le vif de ce cours. Alors, déjà, la notion de base sur laquelle on va travailler, ça va être un alphabet. Alors, cette théorie de langage, un langage est construit à partir d'un alphabet. Le langage naturel est construit à partir d'un alphabet. En arabe, alif, baoun, etc. En français, nous avons A, B, C, D, etc., etc. Donc, c'est ça l'alphabet. Donc, quand je dis l'alphabet, quand je dis A, B, C, D, il y a aussi le 0, le 1, etc. Donc, tout langage est construit sur la base d'un alphabet. Donc, un alphabet, c'est quoi? Un alphabet, c'est un ensemble fini. Bon, il n'y a pas de S, je me suis trompé. Et non vide. Vous voyez le non vide, il a toute son importance. Donc, c'est ce que vous avez quand je vous disais tout ce que je dis. En fait, les deux, le mot fini. Parce que si c'était un ensemble infini, et il y a des langages où on peut avoir un ensemble infini de symboles, on ne peut plus, il y a plein de choses, de propriétés mathématiques, de propriétés algébriques qu'on va perdre, notamment tout ce qui est le déterminisme et la complétude. On peut garder la cohérence, on peut avoir, ça c'est encore des questions que je peux poser, hein. Je peux garder la cohérence, c'est pas parce qu'un langage est infini que la grammaire qui génère ce langage va être incohérente, elle peut être cohérente, mais certainement on perdra la complétude. Elle peut pas dire pour toute expression, est-ce que on pourra dire si cette expression est valide ou pas. Donc c'est pour ça qu'on a pris, ça vous paraît quelque chose de trivial, mais c'est très important. Donc c'est une hypothèse. Vous voyez une théorie. Une théorie, elle se base sur un nombre d'hypothèses. Ça, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse de la théorie. Le module s'appelle théorie des langages. Donc j'ai pris comme hypothèse de départ que mon alphabet est un ensemble fini et non vide. Vous savez, les histoires vite. Généralement, quand on veut faire des démonstrations mathématiques, par exemple en logique, des choses comme ça, les problèmes, on les a toujours. Par exemple, je veux démontrer que c'est vrai pour des cas particuliers. Moi, quand je fais une démonstration, par exemple, j'essaie de démontrer est-ce que c'est vrai pour l'ensemble vide, est-ce que ce n'est pas vrai pour l'ensemble. Je vais toujours dans des cas particuliers. C'est là où on peut démontrer si quelque chose, notamment que quelque chose est faux. Donc là, on avait pris la précaution de dire que c'était un ensemble fini et non vide. C'est important. Hein. Alors, les éléments de cet ensemble sont appelés lettres ou symboles. Bon, après, on les appellera symboles. Alors, en informatique, bon, donc, bon, c'est vrai que j'avais dit que normalement, la théorie des langages, elle a été faite pour des langages informatiques. Mais nous, pratiquement dans les exercices, dans les TD, même dans les examens, je vais pas vous... Bon, je pourrais vous donner ça. Hein, je ne vais pas vous donner à écrire un analyseur syntaxique pour un langage informatique. Vous êtes d'accord avec moi, c'est trop. Je ne peux pas vous donner un truc. Il faut une équipe d'ingénieurs qui travaille pendant 1 an pour écrire un analyseur syntaxique du langage C. Je pense qu'il faut une équipe de. C'est même pas des ingénieurs, c'est des chercheurs.
c'est des chercheurs dans des universités à Stanford et tout, il leur faut presque 7-8 mois pour écrire. Nous, de notre temps, quand j'étais à l'université à Besançon, on écrivait des analyseurs syntaxiques, hein, je vous le dis, hein, presque complet. Bon. Il y en a qui font ça aussi dans des projets d'ingénieurs. Maintenant, c'est plus à la mode. Vous aimez les réseaux et ça. Bon. Donc, on aura aussi, on traitera aussi de l'alphabet. C'est pour ça que j'ai gardé lettres ou symboles. Ça veut dire que je vous donnerai des grammaires qui génèrent des langages. Par exemple, pour écrire un mot palindrome, pour des choses comme ça, et tout du langage. Ce n'est pas du langage naturel, mais du langage, c'est-à-dire de l'alphabet. Donc, ne vous attendez pas à écrire un analyseur syntaxique. Vous pouvez, ça veut dire qu'avec ce cours, je peux vous donner un TP d'écrire un analyseur syntaxique pour le langage Java. Vous êtes capable de le faire. Mais bon, je préfère ne pas envisager les notes que vous aurez. Donc, voilà. Il y a 30 ans, ça se faisait. Donc, en informatique, lors de l'analyse lexicale d'un programme, l'alphabet est l'ensemble des symboles du clavier. Bon, ça, c'est n'importe quoi. C'est juste pour dire que l'alphabet en informatique, c'est... Alors, donc, là, vous voyez des X, c'est un alphabet. Je vous donne 3 exemples. Par exemple, vous voyez le premier, je donne les lettres A, B, là, 9, plus, moins, etc. Vous voyez, par exemple, le X. Je donne 2 exemples, il n'y a que AB, il n'y a que des lettres. Donc ça, c'est peut-être pas destiné à un langage informatique. Ce n'est pas destiné à faire un langage Java. Vous voyez ici, par exemple, X est constitué d'un singleton. Ça, j'aime bien. Ça, vous voyez, quand je vous disais, par exemple, dans des démonstrations, des choses comme ça, moi, typiquement, c'est là où je montre est-ce que c'est vrai pour un singleton, des choses comme ça. Donc, vous voyez qu'un singleton, ça peut être un alphabet. Et vous avez, par exemple, un alphabet qui est constitué uniquement de lettres. Vous voyez que je peux avoir uniquement des lettres. Donc, ce n'est pas peine de me dire, oui, non, on a l'informatique et tout. Dans plein de TD, je vous donnerai que des lettres, A, B, C, D. Après, donc, avec un alphabet, on construit des mots. Cet alphabet, il va nous permettre de construire des mots. Donc, on appelle mot un mot sur un alphabet. Donc, vous voyez, j'aime bien la rigueur. Attendez, donc, un mot, c'est sur un alphabet. Un mot est construit sur un alphabet. Une suite, et j'ai rajouté fini. Vous voyez, éventuellement vide. Ça veut dire que donc là, commencez déjà à faire très attention. Le mot peut-être, et là vous allez avoir peut-être des petits problèmes là-dessus. Et le mot peut être le mot vide sur un alphabet qui n'est pas vide. Donc déjà, on commence à avoir des petites difficultés. Ça ne vous semble pas, mais vous allez voir. Hein. Donc déjà, on a des petites difficultés. Et c'est une suite finie. Je ne peux pas avoir un mot infini. Donc, le langage ne peut pas être un ensemble. Le langage est un ensemble fini. Le mot est une suite. Le mot, ce n'est plus un ensemble, c'est une suite. Déjà, sur ça, il y a encore une différence. Qui dit suite, ça veut dire qu'il est ordonné. L'alphabet n'est pas ordonné. Donc, toutes ces petites choses-là, je vous demanderai d'être très vigilant. Je vais vous dire, alhamdoulilah, on a fait des mathématiques avant de faire de l'informatique. Moi, ce module-là, je fais appel à vos notions mathématiques. Je veux votre esprit de mathématicien. Donc, c'est une suite. Donc, le mot, vous voyez, quand je vous dis chaque mot a son importance, j'ai dit le mot suite. Quand j'avais dit le mot suite, pourquoi j'ai dit suite? Parce que je voulais dire quelque chose. Le mot AB et le mot BA sont des mots différents. Tandis que l'ensemble AB ou l'ensemble BA sont les mêmes ensembles. Donc, je ne dirai pas plus, c'est à vous à vous aider. Donc, c'est une suite finie, éventuellement vide, d'éléments de X. Le mot vide, donc c'est une suite vide d'éléments, est noté epsilon. Donc, déjà, le mot vide, il a un nom, un prénom. Osmo epsilon. D'accord? L'ensemble des mots formés à partir de l'alphabet X est noté X star.
c'est une étoile. Donc, à partir d'aujourd'hui, donc, à partir d'un alphabet, je construis un ensemble de mots. D'accord? Et cet ensemble, il s'appelle X star. En revanche, l'ensemble peut être infini. Vous voyez? Donc regardez, sur 2 lignes et demie, plein de choses que je peux, là, plein de questions que je peux vous poser. Donc soyez très vigilants, tout est clair, hein. Tout est clair. Tout est clair. J'ai pas compris bien. Oui, c'est pas la peine de me dire, moi aussi je n'ai pas compris votre question du moment qu'elle n'est pas claire. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je vous explique. Mot. Le mot, c'est ce que vous allez construire. L'exemple, hein. Je dis il y a toujours un exemple. Je crois que la meilleure. Regardez, je construis X. Je vous repose une question. Dans l'exemple X, c'est quoi? X égale AB, c'est quoi? C'est l'alphabet. Donc, vous avez la chance d'avoir un cours clair. Regardez, X, c'est un alphabet. C'est un alphabet qui comporte 2 symboles. C'est un alphabet. On avait dit que l'alphabet ne peut pas être vide. Ici, il n'est pas vide. Il comporte 2 symboles. Le symbole A et le symbole B. Si vous voulez, la lettre A et la lettre B. À partir de cet alphabet, je peux construire un ensemble de mots. Eh bien, je construis l'ensemble de mots, c'est X star. L'ensemble de mots, il y a toujours le mot vide. Bon, là, je vous assure que là, nous sommes dans les années 40-50, c'est l'école polonaise. Ça, c'est Tarski, vous pouvez... peut-être que vous aurez pu me poser, au lieu de me dire je n'ai pas compris, me dire, mais pourquoi a-t-on rajouté epsilon? Moi, sincèrement, déjà il y a 30 ans, ça m'avait frappé l'esprit. On aurait pu ne pas l'ajouter. Moi, je pense que les Polonais l'ont rajouté pour se faciliter la chose. C'est drôle que ça ne vous ait pas choqué. Ils ont rajouté d'emblée le mot vide, mais je peux dire, je ne rajoute pas le mot vide. Vous pouvez monter. Donc, ceci dit, les théories, elles ne sont pas figées. Une théorie, on peut monter plusieurs théories. Si vous voulez, si vous faites demain de la recherche, vous pouvez monter une autre théorie des langages et ne pas mettre dans votre langage le mot vide. Donc le mot vide, l'ensemble des... mais eux, par exemple ici, ils ont pris le mot vide. Dans cette théorie, ils ont considéré... Ça ne veut pas dire que tous les langages vont avoir le mot vide, hein. Ici, ils ont considéré le mot vide. En fait, vous allez le voir par la suite, c'est un caractère jockey. Vous allez essayer de le comprendre, mais je suis d'accord avec vous qu'on aurait pu monter une théorie, on aurait très bien pu monter une théorie sans inclure le mot vide. Je ne sais pas, je n'ai pas poussé la recherche plus loin là-dessus, hein, mais est-ce que cette théorie, elle aurait été cohérente, elle aurait été aussi bonne que celle-là? Toujours est-il ici qu'ils ont intégré le mot vide. Donc, c'est un mot qui est vide. Voilà. C'est comme le caractère vide en informatique qu'il ne faut pas confondre avec le blanc. Il faut bien, le blanc, c'est un caractère, et vous avez un autre caractère qui est le caractère vide, qu'il ne faut pas confondre avec le blanc. Donc ici, il y a le mot vide, epsilon, et vous allez voir qu'on va beaucoup travailler avec. C'est très... Donc, regardez dans mon exemple, j'ai X égale AB. Donc, X, c'est un alphabet. Et puis, sur cet alphabet, j'ai construit un ensemble de mots. Et j'ai décidé que epsilon appartient à cet ensemble de mots. Donc, il y a le mot epsilon, il y a le mot A. Maintenant, ça, dans X star, ce ne sont plus des symboles, ce sont des mots. Donc, dans X,
La lettre A, c'était un symbole. Dans X star, la lettre A, c'est un mot. B aussi, c'est un mot. J'ai le mot AB qui est différent du mot BA. J'ai le mot AA, j'ai le mot BB, etc., etc. Et donc, un ensemble de mots, par contre, peut être infini. Il peut être fini, il peut être infini. Ça veut dire qu'on ne lui pose plus de conditions de finitude. Il peut être infini. Je peux considérer qu'il est infini. Alors, et on considère X plus, c'est l'ensemble des mots non vides construits sur X. Par exemple, ici, X plus, je lui retire le epsilon. Ici, X plus, ça va être A, B, AB, BA, AA, BB, etc., etc. Donc, déjà, première remarque, donc X star, c'est égal à. Donc, on peut déjà remarquer que X star, c'est égal à X plus union epsilon. Donc, on va passer à la page suivante. Alors, sur ces mots, on définit des opérations. Alors, les opérations qu'on définit sur ces mots, on va commencer à essayer d'aller un peu. Il y a la concaténation. Alors, normalement, la concaténation, si je prends, alors à partir de maintenant, les mots, on va les noter avec, bon, c'est des oméga ou des W, on a essayé, on va les noter W. Donc, W1 et W2, ce sont des mots de X star. Donc, X star, c'est un ensemble de mots. Je prends deux mots qui appartiennent à X star. Alors, on définit la concaténation comme étant la juxtaposition de W1 et W2. Ça, c'est très facile, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Et on la note W1 point W2. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous pouvez utiliser cette notation. Le point, c'est un opérateur de la théorie. D'accord? Bon, bien sûr, vous allez me dire, mais si dans le langage, il y a le point. C'est ça. C'est comme l'anti-slash. À un certain moment, l'anti-slash, il permettait d'introduire des séquences spéciales. Mais si dans ma séquence, il y avait un anti-slash, donc vous voyez, il y avait toujours ce problème-là. C'est un peu. Donc, vous fallait peut-être me poser cette question. Donc là, c'est encore une question que je peux poser. Comment faire si dans mon langage, il y a le point? Parce que là, le point là, ce n'est pas le point du langage, c'est l'opérateur de concaténation qui est un opérateur, non pas, qui n'est pas un symbole du langage, mais un opérateur de la théorie. Donc, bon. Alors, formellement, donc tout est formel. Alors, si je prends W1 égale A1, A2, AN et W2 égale B1, B2, BN, W1 point. Donc là, on le lit W1 concaténation W2. Hein. Bon, on dit point, mais je pourrais dire point, mais normalement, je dois dire W1 concaténation W2 est défini comme suit. Donc, alors, l'opération de W. Bon, là, j'ai juste rajouté epsilon. Hein, j'ai peut-être. Donc, vous voyez tout à l'heure que quand j'avais dit que euh, tout est mathématique, j'avais dit que le point, c'est un opérateur. Je vous avais demandé aussi, vous savez, ce module-là, plus vous verrez les notions mathématiques, plus vous reverrez vos modules d'algèbre et tout, ça sera bon pour vous. Les opérateurs algébriques, il y a l'élément neutre et l'élément absorbant. Par exemple, l'élément neutre de l'addition, c'est le zéro. Donc ça, comme c'est un opérateur, donc regardez les gens qui ont monté la théorie des langages dans les années 40, ils ont pensé mathématiques. Ils ont dit, j'ai un élément, j'ai un opérateur, quel est l'élément neutre de cet opérateur? Et ils ont trouvé l'élément neutre de cet opérateur. Donc c'est peut-être pour cela qu'ils ont peut-être introduit le mot epsilon. C'était pour monter une théorie complète, c'est-à-dire une véritable théorie au sens théorie mathématique. Parce qu'une une structure algébrique, comment on appelle, bon,
comme on a un anneau ou un corps. Ça, c'était les anneaux, bien les corps algébriques. Généralement, l'opération de multiplication, son élément neutre, c'est le 1. Donc ici, l'élément neutre de l'opérateur de concaténation, c'est le epsilon. Donc epsilon concaténé W1 égale W1 concaténé à epsilon égale W1 et W1 concaténé à W2 égale A1 à 2. Donc vous pouvez aussi remarquer que c'est un opérateur qui n'est pas commutatif. Ah ben oui, il n'est certainement que pas commutatif. En revanche, il est associatif. Il est associatif, mais il n'est pas commutatif, contrairement à l'addition et à la multiplication. Donc, il a un élément neutre, mais il n'est pas associatif. La longueur d'un mot, alors bon, ça c'est facile. La longueur d'un mot, c'est la somme des occurrences des différentes lettres le constituant. Elle est notée LG de W ou, donc, valeur absolue de W, c'est comme la valeur. Donc, LG de ABA, c'est 3, LG de BB, c'est 2, LG de epsilon, la même chose, c'est 0. Et LG de AW, c'est égal à 1 plus LG de W. Donc, ça, c'est quel que soit. Donc vous voyez que c'est une définition par récurrence. On peut décomposer, c'est-à-dire un mot, une lettre et un mot, et on obtient, et donc vous voyez que c'est une définition récursive. LG de AW. Donc, toutes ces petits trucs, ça pourra vous aider dans des démonstrations. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc, voilà par rapport à la longueur d'un mot. La fonction longueur est une application de X star dans N. Donc, c'est dénombrable. Donc, regardez, quand je dis application, ça veut dire que, j'ai bien dit, ça veut dire que c'est plus qu'une application. C'est plus qu'une fonction. C'est une application. Ça veut dire que tout mot a une longueur. Tout mot a forcément une longueur. En effet, à tout mot de X star, on peut lui associer une et une seule. Il n'a pas deux longueurs. Alors, on va continuer avec certaines opérations. Alors, l'opération miroir, ce sont des opérations. On appelle mot miroir d'un mot noté. Je préfère la deuxième notation, WR, c'est-à-dire l'application inverse. Le mot obtenu en inversant les lettres de W. Donc, si j'ai un mot qui est A1, A2, AN, vous avez compris que le mot miroir de W, ça va être AN, etc., AN-1, AN-2, A2, A1. Et si, de manière générale, donc regardez, miroir de ABC, c'est la même chose, donc c'est WR, c'est CBA. Donc, de manière formelle, on le définit comme ça. Alors, miroir, donc vous voyez qu'on doit toujours traîner le epsilon. Si on a défini un mot, il faut l'assumer. Les gens qui ont monté la théorie des langages, ils ont décidé d'avoir le mot. Eh bien, s'ils ont décidé d'avoir le mot epsilon, c'est qu'ils doivent donner. Donc ça, lorsqu'on écrit miroir de epsilon égale epsilon, est-ce que quelqu'un peut me dire comment on a posé cette égalité? Ça aussi, c'est une question que je peux. Comment on a réussi? Est-ce qu'on l'a démontré? Est-ce que ça veut dire comment l'a-t-on démontré? Comment l'a-t-on fait? Comment est-ce qu'on a posé que. Comment est-ce qu'on a dit que le mot miroir de epsilon, c'est égal à epsilon? Et on va prendre 2 minutes pour réfléchir. Dites-vous que ce module, c'est une théorie. Je pose, avant de poser la question, je vous pose une autre question à laquelle je ne répondrai pas. C'est quoi une théorie?
il faut toujours poser une question. C'est une question que je peux vous poser aussi. هذا الموديل شوف أنا je ne raisonne pas normal كيما نتوما دابا كلشي normal. Théorie, vous avez vu le mot théorie, normal, théorie des langages, là, ماشي normal. Si on a dit théorie, si les Polonais en 1940, en pleine Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait la théorie, ils l'ont appelé théorie, c'est théorie. Les réseaux, les gens ne l'ont pas appelé théorie des réseaux, parce que ce n'est pas une théorie. Les réseaux, c'est de l'ingénierie. Ça, c'est une théorie. D'accord? C'est quoi une théorie? Qu'est-ce qu'il faut pour faire une théorie? Quand quand Euclide a dit deux droites parallèles ne se rencontrent jamais, c'était quoi ce qu'il avait dit? C'est de la nature. Monsieur, la logique. Non, c'est pas de la. Non, c'est pas de la logique. Euclide, ça fait 3000 ans, il a dit deux droites parallèles ne se rencontrent jamais. Est-ce qu'il l'a démontré? Je vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Alors, quand Euclide a dit, c'est important, ne pensez pas que je suis en train de vous éveiller l'esprit. Euclide a dit, Euclide, on appelle ça la géométrie euclidienne. Euclide a monté une théorie. C'est une théorie qu'il a montée. Dans sa théorie, il a dit deux droites ne se rencontrent jamais, deux droites parallèles ne se rencontrent jamais. Ça s'appelait quoi ce qu'il avait dit? Vous l'avez fait en... Théorème? Non, justement, c'est tout sauf un théorème. C'est le contraire d'un théorème. C'est un axiome. C'est pas une hypothèse, c'est un axiome. D'accord? C'est très important ce que je dis là. C'est très important, ne pensez pas que c'est un axiome. Alors, avant de revenir à ma question, donc toute théorie se base donc sur, il y a un langage, n'importe quoi, il y a un mode. Et il y a des axiomes. On ne peut pas monter une théorie sans axiome, parce que sinon on ne fait rien, on est bloqué. On n'a rien au départ de notre théorie. Euclide, il a dit, il voulait monter une théorie, la géométrie euclidienne, qui est une théorie. Une théorie. Il s'est dit, je prends un axiome, il ne pouvait pas démontrer. Il n'arrivait pas. Mais ça, après, ça lui a permis de démontrer d'autres choses. Il ne pouvait pas démontrer que deux droites parallèles ne se rencontraient pas. Ça n'a jamais été démontré. D'ailleurs, Albert Einstein a démontré que finalement, elles se rencontraient. Parce que le temps allait déformer l'espace, il allait intégrer la quatrième dimension. Albert Einstein a remis en cause l'axiome. Ce n'est pas un théorème, c'est un axiome d'Euclide. C'est le fameux axiome d'Euclide. Donc, toute théorie se base sur des axiomes. Sur la base d'axiomes, on démontre les théorèmes, on les démontre. D'accord? Pour la personne qui m'avait dit un théorème. Les axiomes, ils se posent. Ils se posent en tant que tels. Voilà. Donc maintenant, alors, et on finira. Donc là, ici, quand on a dit que miroir de epsilon, c'était égal à epsilon, eh bien ça, on sent, il faut que vous sentiez, c'est un axiome, ça. On ne l'a pas démontré. On a posé, on s'est dit que c'est la même chose que LG de epsilon. Ici, miroir de epsilon, c'est un axiome, c'est une théorie. C'est ce que j'essaye. Je ne pourrais pas à chaque fois vous le répéter à chaque cours. Ce cours s'appelle théorie. Ça veut dire que ça veut dire je vais construire ce cours sur la base comme si c'était une théorie. Il y a un langage qui est par exemple le langage des prédicats, par exemple ou le langage c'est-à-dire les langages de type 1, et il y a des théories, il y a des axiomes. Dans
dans le langage, dans la logique des propositions, il y a des axiomes. Vous avez fait plein de systèmes, les axiomes. Il y a plein d'axiomes, l'axiome de Lukasiewicz, etc., etc. Il y a plein d'axiomes que les gens de la logique n'ont pas démontrés. Donc là, ici aussi, on s'est dit, on a dit miroir de epsilon égale epsilon. Et miroir de A, c'est égal à ça, c'est des axiomes qui vont vous permettre de monter la théorie. D'accord? Après, donc miroir de AW égale miroir de... Ça, par contre, ça peut se démontrer. Ça, ce sont des théorèmes qu'on vous donne. Donc, vous voyez que miroir de AW, c'est égal à miroir de W. Donc, ça, c'est une définition par récurrence. Hein. C'est égal à miroir de W concaténé à A. Et donc, vous voyez que miroir de ABC, comment on construit? Donc, on construit... Donc, là vous avez fait la récursivité. Et je crois que vous l'avez fait avec Abbas. C'est bien ça. Je vous parle. Vous avez bien fait la récursivité. Oui. Voilà. Donc là, effectivement, vous voyez que, par exemple, f de ABC, c'est égal à f de... C'est une définition récursive. Elle appelle, par exemple, f de ABC dans le corps du programme Begin. F de ABC, j'enlève le A, je lance, par exemple, f de ABC. Par exemple, si j'ai l'ensemble d'un mot, par exemple, un vecteur, par exemple, V de N. Donc, f de V, je rentre Begin, je fais Begin, j'appelle encore à nouveau, je fais f de Vn-1, concaténé à Vn, V de N. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on voit très bien ici, là, par exemple, cette ligne-là, je peux tout de suite, immédiatement, la transcrire en un appel de fonction récursive. Une question que je peux encore vous donner. Donc, vous voyez, donc voilà un peu, donc c'est égal à miroir de C concaténé à B, concaténé à A, etc. Et après C concaténé à B, concaténé à A, c'est égal à CBA. Donc, bon, on finit le cours pour aujourd'hui. Donc, alors, je voudrais vous dire, jusqu'aux vacances, on continuera en distanciel. Il est possible que une semaine avant les vacances, l'été décommence. En revanche, je ne pense pas pouvoir vous faire le cours mercredi prochain. Non, jeudi prochain, je ne pense pas pouvoir vous faire le cours, mais on continuera après, on continuera. Comment? Donc j'ai dit, je ne pense pas faire le cours jeudi, mais le jeudi d'après, il y a cours, et encore le jeudi d'après, il y a cours toujours en distanciel. Voilà. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui, et on reprend dans 15 jours.